bonne connaisseuse du droit, même si vous n'êtes pas dans ce dossier. Et effectivement, c'est la notion même de l'impartialité du juge qui est remise en cause par Marine Le Pen. Mais en réalité, même à gauche, de manière récurrente, on remet en cause cette notion d'impartialité du juge. Et est-ce que, venant du flanc gauche, disons, du corps politique français, on peut juste s'arrêter à dire, à sanctuariser la décision des juges dans cette affaire, alors que dans les autres affaires, notamment vous les mettez en cause, ces décisions? Bien sûr, oui, je pense qu'en fait, la manière dont la discussion est posée, le problème de Marine Le Pen, ce qu'elle reproche à la décision, c'est pas qu'elle soit politique, parce que toutes les décisions sont en partie politiques, et effectivement, n'importe quel juriste sérieux le dira, parce que c'est pas le produit d'une abstraction. Tous ceux qui disent, en fait, les juges appliquent la loi, c'est pas vrai, parce que sinon, on aurait juste besoin d'un mode d'emploi, il y aurait pas besoin de juges pour rendre des décisions. C'est que l'acte d'interpréter la loi, c'est aussi le produit de conditions sociales, politiques, diverses, et qu'en réalité, ce qui pose problème à Marine Le Pen, c'est pas que la décision soit politique, c'est qu'elle soit contre ses intérêts. Parce que les mêmes qui parlent de séparation des pouvoirs, ça les dérange beaucoup moins quand c'est des circulaires qui sont rédigées par le garde des Sceaux pour donner des ordres aux procureurs sur comment poursuivre ceux qui se sont révoltés après la mort de Naël, ceux qui tweetent en soutien à la Palestine pendant le génocide. Et la réalité, c'est que même quand on regarde la manière dont fonctionnent les institutions, vous voyez ce que c'est que le Conseil constitutionnel, vous voyez la nomination de Richard Ferrand, vous voyez comment fonctionne le Conseil d'État, la porosité entre les magistrats, les conseillers d'État et les fonctions gouvernementales, la séparation des pouvoirs comme abstraction, elle se heurte à la réalité de la pratique des institutions, et c'est très très différent. Donc une fois qu'on a dit ça, la discussion, en réalité, que pose Marine Le Pen, je pense qu'elle est évidemment hypocrite, au moins pour deux raisons, puisque si on avait appliqué la politique qu'elle défend en matière pénale, en fait, sa peine ne serait pas aménagée. D'ailleurs, il y a déjà une réforme qui date de 2019-2020, où maintenant, c'est 1 an l'aménagement de peine. Donc, en fait, elle serait en train de dormir au trou avec l'exécution provisoire, parce que l'exécution provisoire, ça s'appelle un mandat de dépôt. C'est ce que des centaines de milliers de personnes vivent tous les jours dans les salles des tribunaux correctionnels. Et pareil pour l'inéligibilité. La réalité, c'est que moi, je pense qu'il faut dire une chose, et la difficulté que j'ai avec les réactions à gauche, et après, je dirais une des réactions à droite, c'est qu'il y a quand même une question de principe et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le Rassemblement national qui aujourd'hui en fait les prêts. Les questions de principe, c'est de dire que oui, l'exécution provisoire, c'est une violation des droits. Et d'ailleurs, on voit que Marine Le Pen n'est pas exactement une justiciable comme les autres, puisqu'elle a la chance d'avoir une date d'audience dans moins d'1 an, alors qu'en moyenne, la Cour d'appel, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, on nous parle de séparation des pouvoirs, mais quand c'est Gérald Darmanin qui, à l'Assemblée nationale, prend le micro pour dire « Vous inquiétez pas, Madame Le Pen, vous allez être audiencée dans 1 an », moi, on n'a jamais fait ça pour aucun de mes clients. Mes clients, on les fout en tôle. Et en réalité, l'exécution provisoire, ça veut dire que quand ils ont une peine de 8, 9, 10 mois, moins que Marine Le Pen, ils n'ont même pas le temps d'avoir une date d'appel avant de pouvoir exécuter leur peine. Donc c'est que l'appel ne sert à rien et que c'est une violation en réalité du droit à un recours effectif qui pourtant est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Et deuxième chose sur les peines d'inéligibilité, là ça sert Marine Le Pen, ok, mais en réalité en quelques années, elles ont augmenté de plus de 50%, elles ont été multipliées par 50, et elles visent pas du tout que l'extrême droite, elles visent pas du tout que les politiciens bourgeois, que les politiciens corrompus, elles visent en réalité tout un tas de personnes. Quand on regarde la vague de répression pénale qui s'est abattue contre les soutiens de la Palestine, elles sont accompagnées de peines d'inéligibilité. Et on voit qu'en réalité, comme à chaque fois, comme pour les dissolutions, toutes les mesures qui viennent du pouvoir, certes, elles peuvent être utilisées de manière marginale et encore une fois privilégiées contre la droite et l'extrême droite, mais elles le seront 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus contre les classes populaires, les travailleurs et contre la gauche. Et une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut aussi dénoncer l'hypocrisie de toutes celles et ceux qui se retrouvent aujourd'hui main dans la main pour défendre l'état de droit. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un de LR sur ce plateau, mais je veux dire, quand on participe d'une formation politique qui nous explique que l'état de droit c'est ni sacré ni intangible, quand on fait partie d'une formation politique dont on donne des meetings pour dire « à bas le voile » et qu'on est responsable d'une offensive liberticide extrêmement brutale envers, en réalité, les droits de la majorité de la population, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est pas l'état de droit pour personne, ni pour Marine Le Pen, ni pour LR, ni pour le PS, parce que la réalité, c'est que par ailleurs, ceux qui sont aussi responsables de la destruction de ce qu'on appelle l'état de droit depuis plus de 10 ans, c'est l'accumulation de dispositifs liberticides adoptés par le Parti socialiste à partir de 2015. L'état d'urgence permanent, le fait d'inclure dans le droit commun la loi SILT de 2017, tout ça a pavé la voie
en réalité à un régime aujourd'hui ultra-liberticide. Et je finirai sur une chose, on discute aujourd'hui de se réunir autour de l'état de droit et on reviendra sur la manifestation de la gauche, mais je veux dire, pendant ce temps-là, le Parti socialiste ne voyait pas de problème à voter la loi narcotrafic. On discute de l'état de droit et en même temps on vote la loi narcotrafic. Non mais en fait, vous reviendrez sur ce qui est problématique dans la loi narcotrafic parce que tout le monde... Quand on parle de défiance de la justice, du fait qu'on explique qu'il y ait des juges rouges, ce ne sont pas mes propos en tant que tels, mais comprenez qu'il y en a qui s'interrogent quant à l'impartialité véritable de la justice. Et des juges, en l'occurrence. Oui, mais je pense que vous n'avez pas compris mon propos, parce que moi, je dis précisément que le débat, c'est pas l'impartialité. Je pense que les juges ne sont pas forcément impartiaux, et que c'est pas la question. C'est que les juges rendent forcément des décisions politiques. Absolument. En gros, c'est les politiques qui mènent le curseur. Et c'est que quand les décisions leur va, on dit que c'est impartial. Quand elles leur va pas, on dit que c'est politique. Mais du coup, pour moi, le débat, c'est pas ça. C'est en réalité le contenu même de ce qu'on discute, et le fait que ce qui est en train de se jouer derrière la condamnation de Marine Le Pen, où je lui dis, moi, je verse pas une larme évidemment pour Marine Le Pen, et c'est pas le débat, mais que si, notamment à gauche, on n'a pas une clarté de ce que ça représente, de pourquoi est-ce qu'en réalité on peut pas liquider nos principes sur la question de la défense des libertés publiques parce que ça concerne Marine Le Pen, mais aussi pourquoi on peut pas faire front avec n'importe qui, et notamment avec le gouvernement et la Macronie, pour se réjouir de la condamnation de Marine Le Pen, c'est parce qu'en réalité, les intérêts que ça sert, c'est pas du tout les intérêts des masses et de la population. Et une chose, par ailleurs, moi, qui me surprend, qui n'est pas du tout au cœur du débat de toutes celles et ceux qui dénoncent la condamnation de Marine Le Pen, détournement de fonds publics, bien sûr, ils se gavent, je n'en ai pas le moindre doute, mais le problème, c'est que ça permet en réalité d'épargner le système qui permet d'aboutir à ce type de financement. Parce que ce qu'elle a détourné, c'est les 10 000 euros de salaire que reçoit un député européen. Je veux dire, un député national, c'est plus de 7 000 euros. 10 000 euros de salaire pour un député européen. Enfin, moi, je considère... un des soutiens de Marine Le Pen qui disait que c'était à peine un SMIC. Mais bon. Oui, voilà, je pense qu'il s'est un petit peu trompé. Enfin, mais que ce qui m'étonne, voilà. Mais ce qui m'étonne, si vous voulez, dans la manière dont on discute, je vous interroge tous ici. Je ne sais pas ce que vous pensez du fait qu'un député européen puisse toucher 10 000 euros et ce que ça représente par rapport au niveau de vie moyen de la population. Une manière de lutter contre le détournement de fonds publics, c'est pas d'en taper quelques-uns pour épargner le fond du système. C'est en réalité de revendiquer des députés payés à salaire d'ouvriers qualifiés, d'enseignants, 2 500 euros, révocables, avec des mandats de 2 ans, avec un vrai contrôle démocratique et populaire sur ce que font les députés. Parce que, ok, ils détournent de l'argent, mais déjà, ils le font tous. Enfin, je veux dire, la loi Sapin dont on discute, c'est une réponse à l'affaire Cahuzac, qui est la responsabilité du Parti socialiste. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de voir, on vote la loi Sapin, donc loi Sapin, etc., de 2016-2017, et dans le même temps, vous regardez la courbe de l'augmentation des salaires des députés européens, des sénateurs, mais il faut regarder combien se payent les sénateurs. Et en fait, cette courbe, elle augmente de manière exponentielle. On va continuer, mais en fait, il y a des doigts qui se lèvent. Mais c'était une autre période où vous aviez les citoyens qui étaient pas mal traumatisés et où, en fait, des lois ont été votées à l'Assemblée. Elles n'ont pas été... Enfin, c'est pas sorti de nulle part. Il y a eu des conversations, des heures et des heures. Et du coup, en fait, ça a été adopté. Donc maintenant, la loi est comme ça. Il y a plein de lois adoptées qui sont terribles. Vous la pratiquez tous les jours. Je la combats, oui, malheureusement. Voilà. Je trouve que c'est normal quand on lutte pour la probité, qu'on essaie de reconquérir les classes populaires, qui n'ont plus confiance en personne, qui trouvent tout le monde pourri, qu'on soit même plus dur avec nos politiques qui nous représentent. Mais dans ce cas, il faut les payer moins. Parce qu'ils n'ont pas confiance parce qu'ils sont payés 10 000 euros. Ça n'a rien à voir. Je suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont laissé des traces dans la vie politique française. Et je pense que cette affaire va en laisser encore plus. Elsa ? Oui, en fait, le problème, c'est que je pense que par ailleurs, il faut inclure quand même cette décision dans la situation de crise plus générale, en fait, dans laquelle le régime de la Ve République en particulier s'enfonce, parce qu'on discute d'une instabilité politique persistante qui se manifeste de plein de manières, mais où il y a quand même un volet social avec une forme de contestation très, très importante depuis 10 ans. Il y a un mouvement de lutte nationale quasiment par an, et avec des formes de remise en question à différents niveaux, de la brutalité du régime et des institutions, que ce soit les violences policières, que ce soit les 49.3 à répétition, que ce soit en fait la manière dont le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites alors que 94% des actifs sont contre, que ce soit, ou encore une fois, la dissolution. Donc en fait, je veux dire, un coup, symptomatique de la toute-puissance présidentielle, made in 5e République, etc. Les gens, on leur dit va voter, ils votent, et au final, on se retrouve avec un retaillot. Et je pense que par ailleurs, il faut quand même le dire, parce que on discute là, la position de LR, effectivement, est globalement timide sur cette question, mais parce que entre retaillot
et Marine Le Pen, c'est pas comme s'il y avait une différence de programme ou de proposition significative. Donc ça pourrait aussi profiter à Retailleau Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une situation d'instabilité générale et de crise en fait du régime et notamment de crise des classes dominantes. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, d'une part, à mon avis, ça peut profiter au RN parce qu'on l'a vu, mais à partir du moment où ils sont tous pourris, et ce qui est vrai, il faut le reconnaître. Si on a discuté de Cahuzac, de la Macronie, etc., je veux dire, ils se disent un peu plus, un peu moins. Et puis, ça peut bien sûr alimenter, parce qu'il y a certes un vote raciste, Marine Le Pen, il n'y a pas de doute, mais je veux dire, Marine Le Pen n'a pas le monopole du vote raciste, parce qu'effectivement, quand on voit le programme, quand on fait des meetings, et je le disais avec des Bruno Retailleau qui disent « à bas le voile », je veux dire, je ne sais même pas si Marine Le Pen a déjà atteint ce niveau-là. Ils sont en concurrence. Voilà. Non, mais donc, en fait, le RN... Je ne suis pas sûr qu'elle le dise comme ça. Voilà, non, mais moi, je ne pense pas. Mais hein. justement, c'est parce qu'elle est RN qu'elle ne peut pas le dire comme voilà. ça. Non, mais donc, du coup, on voit que c'est quand même du pareil au même. Donc, en fait, le problème, c'est pas juste le vote raciste, c'est que Marine Le Pen, elle profite aussi d'une détestation de la Macronie et qu'elle apparaît comme la principale opposante, etc. Et même si c'est à discuter, hein, parce que je veux dire, je veux dire, quand il y a la réforme des retraites, qu'il y a 94% des actifs qui sont contre, 3 millions de personnes dans la rue. Dit 2 minutes. Voilà. Mais t'as parlé longtemps aussi. Et je finis sur ça. Je veux dire, il n'y avait pas un élu RN dans les manifestations parce qu'ils ne pouvaient pas y mettre les pieds. Donc quand je dis ça, c'est pour dire que oui, je pense que ça peut profiter au RN, mais que le scénario est très ouvert parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère de fond et qu'il n'y a pas du tout, en fait, effectivement, de confiance dans les institutions. Mais les gens ont bien raison de ne pas leur faire confiance quand on voit ce qu'elles produisent aujourd'hui, le niveau de violence sociale et de violence démocratique, puisqu'en fait, on peut enchaîner à perpétuité. Et judiciaire, bien sûr, mais quand on peut enchaîner à l'infini... Elsa Marcel n'a pas confiance à la justice de son pays. Non, c'est pas, je ne sais pas si c'est un scoop ici, mais par exemple, quand on est avocate, c'est difficile, je pense, d'avoir confiance dans la justice de son pays. Je n'en connais pas beaucoup. Il y a un problème là-dessus, il y a un problème de discours. Si c'est pour rassembler, pour dire non, c'est mal, faites attention, il y a un problème sur la direction. Elsa Marcel. Oui, je pense que l'absence du Parti socialiste, elle a des raisons politiques qui ne sont pas que des raisons d'appareil. C'est qu'effectivement, ils ne veulent pas se coller à LFI et qu'eux, ce qui les intéresse en ce moment, c'est une alliance, voir dans quelle mesure est-ce que l'affaiblissement du RN peut les repositionner dans une alliance de centre. Et d'ailleurs, c'est la logique, même quand on voit que Hollande, il recommande de ne pas censurer le gouvernement, que c'est en réalité les gages qui n'ont fait que de donner, en fait, depuis plusieurs mois, à la Macronie et à la majorité. C'est ça la logique du Parti socialiste. Et je pense que de ce point de vue, c'est intéressant de voir que, pour moi, s'ils n'appellent pas à ce rassemblement, et même de manière plus structurelle, je le disais au début, mais c'est qu'ils jouent le rôle d'assurance-vie de la Macronie aujourd'hui, le Parti socialiste. Et ça date pas d'hier. Donc, c'est pour ça qu'ils refusent de censurer, c'est pour ça qu'ils se demandent tout le temps, est-ce que, en fait, si on leur donne tel et tel gage, dans quelle mesure est-ce qu'on peut convenir de la stabilité du régime, etc. Donc, eux, leur intérêt, c'est pas de se coller à LFI. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et pour revenir sur le rassemblement d'hier, puisque vous l'évoquiez, moi, je pense qu'il y avait effectivement un problème de contenu et de mot d'ordre. Parce que si l'idée de Europe Écologie et de LFI, parce qu'à mon avis, moi, c'est un peu à ça que ça ressemble, c'est de recréer le front républicain, en fait, qui a existé au moment des législatives, et notamment, en fait, d'instrumentaliser la peur légitime que peuvent avoir des gens du RN, voire même en fait de dramatiser la situation, parce que le RN aujourd'hui est toujours dans une dynamique de donner des gages, de se responsabiliser, de se présidentialiser, etc. Tout ça pour pouvoir justifier de eux être du côté des institutions. Et moi, ce qui m'a choqué dans le rassemblement d'hier, quand j'ai écouté les interventions tant de Marine Tondelier, mais même de l'AFI, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un mot contre le gouvernement. Il n'y a pas un mot contre la Macronie. Ce qu'ils sont en train de tester de manière indirecte, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas refaire cette alliance en fait républicaine, la même chose que ce qu'on a fait en fait avant l'été autour des législatives. C'est pour ça qu'ils veulent le PS, qui ok, ils tirent la manche du PS, etc. Mais le problème de cette alliance, parce que pour moi le RN est un vrai danger, évidemment, le risque autoritaire en général, dont encore une fois le RN n'a pas le monopole, non seulement parce que c'est aujourd'hui les macronistes qui sont en train de l'imposer, mais parce que ça date depuis 10 ans et que ceux qui ont pavé la voie à cette possibilité-là, encore une fois je le disais, ceux qui ont permis le permis de tuer, la loi de 2017, la loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme, c'est le Parti socialiste. Merci. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que combattre le RN aujourd'hui, c'est pas en faisant des alliances qui amènent à renforcer les organisations qui lui pavent la voie. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, ça me choque que on regarde la manière dont le PS s'est recomposé, en fait, entre les 2% en fait, de 2022 et aujourd'hui, le nombre de députés qu'ils utilisent pour ne pas voter la censure,
pour voter la loi narcotrafic et pour accompagner la Macronie. Donc le sens du rassemblement d'hier, pour moi, ça ne doit pas être de dire tous, de Macron jusqu'à LFI, ensemble contre le RN. Ça doit être de, s'il y a un rassemblement qui a lieu, et moi je pense qu'il en faut, c'est de dire pour le retrait de toutes les lois liberticides, pour le retrait de la loi narcotrafic, pour le retrait de la loi séparatisme, pour le retrait de la loi de 2017, pour l'abrogation de l'infraction d'apologie du terrorisme de la loi de 2014. C'est ça, défendre les libertés publiques. Elsa, merci. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui incarnent la droite, c'est ni Gabriel Attal, ni Édouard Philippe. C'est qui ? Il y a des talents au sein des Républicains. Moi, j'ai plus tendance à dire que je suis un peu plus pour Laurent Wauquiez que pour un Bruno Retailleau, mais je vois que ça vous gêne. Non, ni l'un ni l'autre. Elsa Marcel trouble la classe et fait des mouvements de bouche. Je suis Elsa turbulente. Marcel, justement, on vous donne la parole. Oui, non, mais moi, quand j'ai écouté ce discours, en fait, ce qui me terrifie, mais c'est vraiment l'analogie qu'il fait par ailleurs avec le discours qui a fondé sa loi de répression des mineurs. Et je trouve ça d'un cynisme, mais abominable, quoi, de voir comment ils instrumentalisent la condamnation de Marine Le Pen, alors qu'en fait, je veux dire, encore une fois, je le disais, mais elle sera audiencée dans 1 an. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec la manière dont il traite les mineurs. Et parce qu'au moment où il fait ce discours, il est en train de voter, je pense, une des pires lois pour les droits de l'enfant qui a jamais existé. Moi, je fais beaucoup de droits des mineurs puisque je suis avocate en Seine-Saint-Denis. Au Sénat, ils viennent d'adopter le principe de comparution immédiate pour des enfants de 15 ans. Je ne sais pas si les gens mesurent ce à quoi ça ressemble, de juger des enfants dans ces conditions. Mal juger des enfants, c'est terrible. C'est déjà terrible. Mal juger des adultes, c'est terrible, mais mal juger les plus fragiles d'entre nous. Exactement. Et ça, en fait, c'est la continuité directe de la répression en fait, qui s'est enclenchée après les révoltes issues de la mort de Naël, parce que le gouvernement a eu peur. Le gouvernement a eu peur parce qu'il sortait d'une année de contestation très, très forte. Il y avait eu la réforme des retraites, et ensuite, il y a eu les jeunes de quartier qui se sont soulevés contre les violences policières, et ils ont été mis très, très à la défensive, et ils se sont décidés de taper fort, et ils sont en train de légiférer sur en fait, ils sont en train de mettre sous forme de loi les circulaires qu'ils ont rédigées à ce moment-là, et d'entendre la manière dont la Macronie se prétend du côté de l'état de droit, en défenseur des libertés, de la séparation des pouvoirs, etc., contre le RN qui serait séditieux, mais c'est une arnaque, c'est une honte, qui se permettent de reprendre cette formule pour le tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, c'est à vomir, et c'est pour ça que je pense qu'on voit comment est-ce que le combat contre l'extrême droite ne pourra jamais se faire aux côtés des macronistes. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle...